Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Direction générale des impôts fait le point de ses recettes. L'année dernière, la DGI a franchi la barre de 5 000 milliards de francs CFA. Le directeur Ouattara Sié était en conclave avec ses collaborateurs à Yamoussoukro. Il leur a décliné sa vision pour 2025. On en saura davantage sur les modalités qui permettront à la DGI d'atteindre ses objectifs. La grande famille de la communication fait aussi son bilan. La rencontre a eu lieu à la maison de la télévision à Cocody. Les conditions sociales et celles liées à l'environnement du travail ont été évoquées. Le ministre Amadou Coulibaly réitère la volonté du gouvernement à travailler pour le rayonnement du secteur des médias en Côte d'Ivoire. La commune d'Anyama est confrontée à des coupures régulières d'électricité. Les ménages et commerces sont confrontés aux baisses des tensions. Selon la mairie, la commune a manqué d'investissement dans le réseau électrique ces 20 dernières années. Mais l'espoir est permis, des actions sont en vue pour régler le problème. Benjamin Netanyahu est le premier dirigeant étranger invité par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Les deux hommes se rencontrent aujourd'hui au moment où reprennent les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Direction générale des impôts fait le point de ses recettes. L'année dernière, c'est-à-dire en 2024, la DGI a franchi la barre de 5 000 milliards de francs CFA. Le directeur général Ouattara Sié était justement en réunion avec ses collaborateurs à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Et là-bas, il leur a décliné sa vision pour 2025, les modalités qui permettront à la DGI d'atteindre ses objectifs, nous rapporte Eugène Atoubé sur place. Inédit dans l'histoire des recouvrements des recettes fiscales en Côte d'Ivoire. 5 191 milliards de francs CFA devront être recouvrés par la Direction générale des impôts au titre de l'année budgétaire 2025. Un nouveau challenge pour lequel le directeur général mobilise ses collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques et dont la réussite, selon Ouattara Sié, va s'appuyer sur les réformes de l'administration au plan fiscal et législatif, avec en plus l'apport des nouvelles technologies et du digital. Exemple, les drones de dernière génération. Ces drones sont équipés d'une technologie qu'on appelle le LIDAR. Lorsqu'ils survolent un immeuble, ils vous donnent la consistance de l'immeuble en 3D. Il peut vous donner le nombre d'étages, le nombre d'appartements, la superficie de chaque pièce jusqu'au sous-sol. Cela nous permet de procéder à des impositions sur des bases, je dirais, réelles et incontestables. Devant le ministre des Finances et du Budget, le directeur général et la haute hiérarchie des impôts ont pris l'engagement d'atteindre l'objectif de 5 191 milliards de francs CFA de recettes à recouvrer. Engagement, mais surtout défi au regard du bilan de l'année 2024, où pour un objectif fixé de 4 436 milliards 800 millions de francs CFA, la Direction générale des impôts a présenté un cas négatif de 187 milliards 200 millions de francs CFA par rapport aux prévisions et un taux de réalisation de 95,8%. Quoiqu'en deçà des attentes, ces résultats ont été salués par le ministre des Finances et du Budget. Et avec l'introduction des drones, Adama Coulibaly attend mieux pour 2025. Ce sont des résultats satisfaisants. En fait, les efforts faits au niveau des humains avec les instruments électroniques et la digitalisation qui va avec tout ça, nous sommes convaincus qu'en 2025, en tout cas, les objectifs pourront être atteints. C'est l'engagement que le directeur général des impôts et ses équipes ont pris. Abidjan, Man, Korogo, Abengourou, Bouaké et San Pedro sont les villes retenues pour la phase pilote de ce projet de drone. Suivront plus tard les autres villes de Côte d'Ivoire. Voilà, rencontre donc à Yamoussoukro avec le ministre Adama Coulibaly et les agents de la DGI, la Direction générale des impôts. On évoque aussi ces bonnes perspectives macroéconomiques pour la Côte d'Ivoire. Des études réalisées par l'agence Fitch confirment que notre pays maintiendra sa note BB au deuxième rang des crédits en Afrique subsaharienne, aux côtés de l'Afrique du Sud. Une stabilité soutenue par une croissance et des réformes solides. Lancez Bakayoko. D'après l'agence,
La note BB reflète une croissance solide, une gestion budgétaire rigoureuse et des politiques macroéconomiques bien ancrées, caractérisées par une faible inflation et un partenariat étroit avec le FMI. Bien que l'historique de violences post-électorales, notamment en 2010-2011, souligne la fragilité du contexte politique, Fitch anticipe que tout affrontement potentiel restera limité et ne compromettra ni la croissance économique ni les efforts de consolidation budgétaire. L'agence estime que les réformes économiques devraient se poursuivre sans interruption majeure et que la continuité des politiques sera assurée. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de s'illustrer par une performance remarquable. La croissance économique estimée à 6,1% en 2024 devrait s'accélérer à 6,5% à moyen terme, dépassant largement la médiane des pays notés BB fixée à 3,8%. Cette progression s'explique par des investissements publics ambitieux, une diversification accrue des secteurs de l'or et du pétrole, ainsi qu'une politique macroéconomique stable. Fitch salue aussi les efforts de consolidation budgétaire menés par le gouvernement. Pour 2024, le déficit budgétaire est estimé à 4% du PIB, conformément aux objectifs nationaux grâce à une mobilisation accrue des recettes. Le ratio impôt-PIB devrait progresser de 0,5% par an d'ici 2028, soutenu par des réformes fiscales telles que la rationalisation des exemptions et une meilleure administration. Malgré une gouvernance perfectible, la gestion rigoureuse des finances publiques permet d'envisager une baisse de la dette publique, stabilisée à 58% du PIB en 2024 et à 52,7% d'ici 2026. Si vous êtes désireux de faire du commerce vers ou depuis la Côte d'Ivoire, le guichet unique du commerce extérieur est assurément votre bonne adresse. Et bien, mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, cette plateforme transactionnelle permet d'obtenir en ligne une marche à suivre claire ainsi qu'un soutien technique pour faciliter les échanges commerciaux en simplifiant et en harmonisant les procédures douanières et administratives liées au commerce extérieur. Alexis Ouedraogo. Depuis quelques années, Ulrich a vu son métier d'agent de transit transformé. Pour chacune de ses opérations de déclaration et autorisation d'importation, il voit les procédures améliorées. Avant et aujourd'hui, c'est quand même différent parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, avec le fait qu'on ait le GUS, ça rend vraiment le travail un peu plus rapide. Un peu plus rapide, ça nous permet de pouvoir un peu gagner du temps. Surtout avec les délais de prévision de la vie, ça nous permet vraiment de gagner du temps. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur. Il permet aux opérateurs de soumettre en ligne toutes les informations nécessaires aux formalités douanières, aux licences d'importation et d'exportation, aux déclarations en douane et autres formalités du commerce international. Dans le temps, avec Vivac, c'était des dossiers physiques, papiers posés, et quelques jours après, il fallait te rendre là-bas pour pouvoir suivre le cours du dossier. Et aujourd'hui, on a vu que vraiment, c'était bien pensé. Ça facilite le travail. De deux, ça nous fait gagner en temps. De trois, ça nous évite depuis les sursalariés. Autre avantage, l'optimisation des ressources humaines. Avec le guichet, les entreprises ont accès à un personnel qualifié pour accomplir les formalités liées aux opérations commerciales des frontières. Le fait de mettre en place le guichet unique dématérialisé permet à toutes les administrations de pouvoir disposer d'une base de données unique et fiable sur le commerce extérieur, et ces données sont traitées de façon automatique avec tous les logiciels et tous les programmes qu'il y a par derrière. Donc ça permet à l'État d'être plus efficace vis-à-vis de ses usagers en termes de services qu'il fournit au niveau du commerce extérieur, et à ses usagers d'avoir une certaine flexibilité, une certaine célérité dans leur démarche. Afin de promouvoir le guichet, le directeur général Kitifolo Kinyimansoro est en tournée auprès des chambres de commerce. Mardi, il rencontrait celle du Maroc. Les deux pays entendent renforcer les échanges commerciaux. La grande famille de la communication fait son bilan. La rencontre tenue sous l'égide du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a eu lieu à la maison de la télévision ici à Cocody, et les structures sous tutelle, vous allez le voir, étaient fortement représentées. Les conditions sociales et celles liées à l'environnement du travail ont été évoquées, nous rapporte Walter Amadou Ouattara.
Le stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody accueille du beau monde, composé de patrons du secteur de l'audiovisuel, de la presse écrite et du digital. Un bilan des actions en faveur des médias en Côte d'Ivoire est fait par des dirigeants des structures publiques et privées. Ils traduisent leur gratitude au ministre de la Communication, sans oublier d'émettre des doléances. On peut évoquer également l'appui exceptionnel accordé par l'État à la RTI pour faire face aux grands rendez-vous à venir et la réalisation de quelques projets structurants et surtout l'ouverture d'échanges autour du modèle de financement durable de l'audiovisuel public. On peut également évoquer l'adoption du plan stratégique de la SDM et la mobilisation de ses ressources. Monsieur le ministre, votre attention particulière portée au développement de cette mutuelle la portera demain très certainement vers des prestations de retraite complémentaires pour tous ses membres et impactera encore plus positivement la vie des acteurs des médias par des projets de vie comme celui de posséder une maison. Alors que nous entamons cette nouvelle année, nous prenons l'engagement de persévérer dans la voie de l'excellence. Que cette année soit placée sous le signe de la réussite, de l'innovation et de la cohésion. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, reconnaît le travail abattu par les journalistes ivoiriens et leur demande d'être davantage professionnels. L'État continuera de faire sa part, promet le ministre. Je tiens à exprimer à l'ensemble des acteurs du secteur toute ma gratitude pour votre dévouement. Je suis engagé à améliorer les conditions de travail de chacune et chacun de vous, à poursuivre le dialogue social et les concertations avec tous les partenaires sociaux sous la gouvernance du président Ouattara. La place est à la discussion. Avant cette rencontre avec l'ensemble des acteurs de la communication, le ministre Amadou Koulibaly et sa délégation ont visité les locaux rénovés de l'infirmerie de la RTI, un centre médical qui vient pour améliorer la prise en charge sanitaire des agents. Les scientifiques se sont aussi retrouvés et ils tirent la sonnette d'alarme. La santé des plantes, un maillon essentiel, mais souvent négligé dans le concept One Health ou santé unique, est au cœur de discussions ici à Abidjan. Les experts se sont donc donné 2 jours pour affiner leurs idées et arriver surtout à exploiter les compétences locales et régionales pour améliorer la sécurité alimentaire sur le continent africain. Jean-Luc Bangou. La Côte d'Ivoire, un modèle de réussite à partir de 2011. Thème du débat qui opposait 2 associations de jeunesse, à savoir les Gardiens de la République et le Mouvement national pour la réconciliation et la paix. Pour le président de la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI, ces rencontres visent à rapprocher les jeunes en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'idée véritablement d'organiser ce débat est d'amener la jeunesse politique à avoir des éléments de langage afin que les élections de 2025 là puissent mieux se passer. Nous savons le plus souvent que c'est à travers les meetings, c'est à travers les débats contradictoires que les litiges viennent. Et nous, en tant qu'une organisation qui lutte pour la stabilité, nous avons compris qu'il est important que nous puissions notamment anticiper. C'est dans cette optique d'idée que nous avons bien voulu appeler toutes les organisations politiques afin que nous puissions nous asseoir, trouver maintenant les éléments de langage pour une élection apaisée. Les jeunes leaders conviés à ce 5e numéro des débats contradictoires de la COSACI trouvent cette initiative opportune. Si on a une lucarne pour pouvoir défendre ou donner des arguments de pourquoi nous sommes en train de soutenir le chef de l'État et qu'il est vraiment sans égal au niveau de la réalisation de beaucoup de projets, bien entendu qu'on sera là. C'est tout à fait normal puisque nous prenons
les idéaux de cohésion, de paix et surtout de l'éveil de conscience de la jeunesse. Alors c'est tout à fait évident que celui qui voudrait que la jeunesse soit éveillée participe au débat public, politique et social de son pays. La coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI, est un mouvement politique proche du RHDP. Son objectif majeur. Voilà, vous avez pu vous en rendre compte. Il s'agissait donc du débat contradictoire organisé par la coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion COSACI. On va se rendre maintenant dans la commune d'Anyama. Cette commune est confrontée à des coupures régulières d'électricité. Les ménages et commerces font face aux baisses de tension. Et selon la mairie, la commune a manqué d'investissement dans le réseau électrique ces 20 dernières années. Mais l'espoir est permis. Des actions sont en vue pour régler le problème. Didier Nguessan. Anyama, la nuit tombée, la commune se couvre de son manteau lumineux. Mais cette façade n'est en réalité qu'une apparence. Depuis plusieurs semaines, la fourniture d'électricité est instable. Entre baisse de tension et coupure de courant, allant d'une demi-journée à 2 ou 3 jours d'affilée dans certains quartiers, les habitants de la cité de la Kola sont dans l'angoisse. Ce soir, le quartier Plaque Arabe est sous tension. Mais les nombreuses coupures d'électricité ont laissé des séquelles. Je suis une victime. Le courant a gâté ma télé. Entre moi, je ne sais pas comment je vais faire. Emilienne a perdu son poste téléviseur et ne peut que s'en remettre à la providence. Dans cet autre ménage, à force de coupure, la lumière ici est l'exception. Mais ce soir, la pénombre fait place à la lumière, le temps de lancer un cri de cœur à la compagnie d'électricité. L'électricité, vraiment, ça nous fatigue. Parce que les enfants vont à l'école, ils quittent à l'école, ils viennent, il y a coupure du courant, ils ne peuvent pas étudier. Nous aussi, on ne peut pas vendre. On paye poisson, on met au frigo, ils ont coupé le courant, tu ne peux pas, ça se gâte. On est obligé de jeter. L'impact des coupures ne concerne pas que les ménages. Les commerces payent également le prix. Cette boulangerie a vu son chiffre d'affaires chuter. Donc nous, on est à la périphérie. Donc du coup, quand le courant coupe comme ça, les gens ont du mal à venir rejoindre la boulangerie pour payer le pain, de peur de se faire agresser. Et on n'arrive pas à ventiler nos produits comme il se doit. Voilà, 45 à 40% de nos produits ne sont pas écoulés dû au fait qu'il n'y a pas d'électricité. Les gens ont peur de sortir au fait. Le fait que les coins soient animés avec le groupe électrogène, alors on leur rend ce service-là de charger portable gratuitement. Il en va de même pour ce coiffeur qui tente de rattraper ses pertes. S'il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas travailler. Voilà, parce qu'à l'intérieur même il fait chaud. On peut n'est pas fermé, mais souvent on fait toute la journée. On est là du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de courant. Et puis bon, souvent on s'en va comme ça. Bon, parfois aussi on est là jusqu'aux environs de 18h, ça vient. Là on commence à travailler. En quête de solutions, la mairie d'Anyama a rencontré récemment les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité et de Côte d'Ivoire Énergie. Avant, toutes ces années, il faut dire que Anyama prenait un peu de son électricité au niveau donc, du poste source d'Abobo et du poste source de Yopougon. Le poste source sera mis sous tension. Le problème d'électricité sera définitivement donc résolu à Anyama. Et du mois de février au mois de juin, un programme d'urgence est en train d'être fait sur l'ensemble de la commune qui viendra naturellement donc mettre fin aux souffrances donc, des populations. À la direction régionale de la compagnie d'électricité, on s'attelle à améliorer la situation. Aujourd'hui à Anyama, on a un développement démographique très important et un développement économique aussi très important. Ce qui fait que le réseau électrique subit beaucoup de contraintes. On a les solutions à court, à moyen et à long terme. Voilà. Ce qui est rassurant et ce qu'on peut dire à la population, c'est qu'ils ne sont pas laissés pour compte. L'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour que la population d'Anyama ait de l'électricité de très bonne qualité et en quantité. La fin des travaux en cours dans la commune d'Anyama est prévue pour juin 2025. Ils permettront d'améliorer significativement la fourniture d'électricité dans la cité de la Kola.
Voilà, heureusement que l'électricité n'était pas du tout défaillante à cette rencontre que je vous livre maintenant. La santé des plantes est maillon essentiel, mais souvent négligé dans le concept ou santé unique. Et c'est au cœur des discussions à Abidjan. Les experts se sont donné 2 jours pour affiner leurs actions et parvenir à exploiter les compétences locales et régionales pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Jean-Luc Bambo. Abidjan accueille le Plan ILF Convening, une rencontre scientifique d'envergure dédiée à la santé des plantes, sous le thème « Construire des synergies pour renforcer la santé des plantes dans un monde régi par le concept One ILF ». L'événement rassemble experts et partenaires stratégiques venus d'Afrique et d'ailleurs. La santé des plantes est un enjeu également de santé publique pour le monde entier, également pour notre région. Et il était tout à fait indiqué que nous organisions cette réunion pour profiter des compétences et des expertises de toutes les organisations qui luttent contre les ennemis des cultures dans la région depuis déjà plusieurs années. Dans le trinôme du concept One ILF, santé humaine, santé animale et santé environnementale, la santé des plantes est souvent oubliée. Pourtant, les experts présents insistent sur son rôle fondamental dans la durabilité des écosystèmes et la sécurité alimentaire. Il faut que les acteurs de la santé des plantes eux-mêmes soient organisés. Il faut que la santé des plantes elle-même soit structurée. Et lorsqu'on parle de santé des plantes, on parle de pathogènes. Ces pathogènes-là, ils ne connaissent pas les langues, ils ne connaissent pas les frontières. Il faut une approche régionale. Une avancée qui pourrait renforcer durablement la résilience agricole en Afrique. Les cultures saines garantissent une production alimentaire stable et de qualité, réduisant ainsi les risques de malnutrition et de famine. Ainsi, la santé des plantes garantit de meilleurs rendements agricoles, ce qui améliore les revenus des agriculteurs et leur capacité à investir dans des techniques de production plus durables, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Au terme de ces travaux, devront suivre des engagements fermes et des recommandations concrètes pour un avenir où la santé des plantes ne sera plus marginalisée. Et l'Eldorado, c'est ici en Côte d'Ivoire. Ces jeunes l'ont bien compris. Ils entendaient gagner leur vie à l'étranger. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Grâce à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, 2 jeunes Ivoiriens viennent d'être rapatriés au pays. Rapatriés parce que sauvés des mains de réseaux mafieux d'arnaqueurs, les ayant séquestrés. De retour donc au Bercail, Mama Traoré, Zakaria Traoré sont allés à leur rencontre. Ils partaient dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Le rêve a finalement viré au calvaire. Sous ces bâches installées dans les locaux de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, 6 à Cocody 2 Plateau, 10 jeunes Ivoiriens viennent d'être rapatriés du Nigeria. Un retour souhaité, car dans ce pays, ils ont été attirés par des réseaux mafieux d'arnaqueurs et d'escrocs, bien souvent avec la complicité de proches ou de connaissances déjà prises au piège. Une fois sur place, dépouillés de leurs pièces d'identité, les migrants se rendent vite compte qu'il s'agit en réalité d'un business basé sur le système de la pyramide de Ponzi. On dit que non, quand tu viens, tu fais envoyer 10 personnes. Tes 10 personnes, tu vas les aider à envoyer les 10 personnes. Et puis, quand tu as rempli les conditions, tu es payé maintenant par 105 000 par semaine. Et comme bien souvent, ça tourne au fiasco. Alors les instigateurs choisissent de séquestrer leurs victimes. On est à Abuja. Non, bon, c'est une grande maison comme ça, bien clôturée comme ça. Voilà, vous êtes enfermé dedans. Voilà, quand il fait nuit comme ça, vous rentrez et puis on ferme. Il y a des gens pour vous surveiller. Il y a des gens pour vous surveiller. Les nouveaux personnes là, eux ils ne sortent pas même. Tous ceux qui sont nouveaux, les anciens même ils sont là, eux ils ne sortent pas. Tu ne vas pas accepter aussi, tu ne vas pas manger. Face à une telle déconvenue, Bora et ses compatriotes otages n'ont d'autre choix que de s'échapper. L'un d'entre eux parvient à le faire et le signale à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Avec le soutien des autorités nigérianes, la chancellerie parvient à les sauver et à les ramener au pays. Je voudrais remercier vraiment les autorités nigérianes pour leur collaboration, les autorités ivoiriennes également qui nous soutiennent. Et d'après les informations dont nous disposons, avec les témoignages de ceux qui ont pu être libérés,
il existe encore plus d'une vingtaine qui sont dans les pièges de ces réseaux. À travers les interrogations qui sont menées, on arrive à savoir comment ils ont pu partir au Nigeria, quels sont au plan interne les acteurs qui ont contribué à leur départ et comment, de fil en aiguille, on peut remonter ces chaînes. L'idée, c'est qu'on arrive dans une approche diplomatique à libérer tous ceux qui s'y trouvent et à terme à mettre fin à ce type de centre qui n'a pas sa raison d'être. Sous une autre forme, cette illusion de trouver l'Eldorado au Nigeria est en réalité un phénomène de traite de personnes bien organisé. Benoît Moïse en a fait les frais 10 ans durant. Moi, mon réseau, c'était mon réseau de vente. Une femme cherche couturier au Nigeria. Ah, t'as qu'il va envoyer pour toi, c'est 250. C'est la personne qui juge le prix. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es encore de voir ici. On vient te prendre parce que tu veux aller découvrir que tu fais que ça ne va pas trop où tu es. On te fait des grosses propositions et quand tu vas là-bas, c'est pas ce que tu croises. Soulagés de regagner le pays, ces migrants dont l'âge varie entre 18 et 35 ans peuvent désormais envisager des lendemains plus sereins avec le soutien de l'État. Il y a une qui a le BEPC qui souhaite certainement reprendre des études. Comment on l'accompagne à reprendre des études? On fait quelques formations, il y a les dits informelles ici. Il y a l'école de la deuxième chance qui peut récupérer certains. Le système d'apprentissage qui est initié par d'autres ministères. Donc c'est un dispositif gouvernemental vraiment étatique qui est consolidé, qui permet de traiter au cas par cas. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria affirme avoir déjà sauvé 15 jeunes Ivoiriens de ce trafic illicite. Prudence, vigilance et conseils auprès des structures habilitées. Voici ce que conseillent les autorités ivoiriennes à toute personne démarchée pour une aventure lucrative au Nigeria. Voilà, les jeunes sont au cœur des priorités dans notre pays, tout comme les femmes. Justement, l'approche des échéances électorales d'octobre prochain, la présidente des femmes de l'UFRHDP continue sa tournée de mobilisation et c'est la région de l'Agnébi-Tiassa, précisément la commune d'Agboville qui a accueilli son meeting. Le reportage de Jean Magagui et Ibrahim Sissi. Elles sont venues de toute la région de l'Agnébi-Tiassa afin de communier avec Arlette Badou, la présidente de l'Union des femmes RHDP. L'enjeu, promouvoir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et remobiliser les troupes pour les échéances électorales d'octobre prochain. Chers sœurs, restons soudés. Ensemble, nous continuerons depuis les plus belles pages de l'histoire de notre pays avec son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Arlette Badou, présidente de l'UFRHDP, a prôné l'union et l'entente entre les filles et fils de l'Agnébi-Tiassa pour une victoire de leur leader à l'élection présidentielle. Il ne suffit pas de rester à la maison pour dire je suis militante. Il faut aller à la recherche des autres femmes. Ces femmes qui n'ont pas encore compris que le seul chemin du bonheur en Côte d'Ivoire en ce moment s'appelle Alassane Ouattara. Ne soyons pas dispersés. Respectons les mots d'ordre de nos secrétaires départementaux. Parce que c'est en ça que nous allons avoir le bonheur que nous recherchons. Pierre Demba, fils de l'Agnébi-Tiassa et cadre RHDP, réitère son soutien aux femmes du parti dans la reconquête du pouvoir présidentiel. Ça a été un intense moment donc, de remobilisation de nos troupes. Je voudrais donc, au-delà de la délégation qui nous visite, dire merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qui a été réalisé dans cette région et qui fait qu'aujourd'hui, le RHDP, c'est le parti de la région. Et le président Alassane Ouattara est le candidat de tous ceux qui vivent dans cette belle région. Avant son meeting final à Agboville, Arlette Badou a parcouru les communes de Tiassalé, Tahabo et Sikensi en vue de la remobilisation totale des femmes de l'Agnébi-Tiassa. Et qui oubliera cette date, ce lundi 3 février 2024. C'est une date qui reste gravée dans nos mémoires à tous. Le match Côte d'Ivoire-Mali qui s'est joué à Bouaké, c'était lors de la dernière CAN. La rencontre s'est soldée par la victoire des éléphants en quart de finale. La Côte d'Ivoire a battu, on ne l'oubliera jamais, les Aigles du Mali 2-1 et se sont qualifiés pour les demi-finales. Un match qui aura marqué d'une empreinte indélébile l'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui se préparent pour le Maroc.
Félicitations pour le grand retour de l'histoire. Benjamin Netanyahu a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump après sa victoire à l'élection présidentielle. Il est aussi le premier dirigeant étranger invité par le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est le symbole de l'alliance indéfectible entre Israël et les États-Unis. Benjamin Netanyahu et Donald Trump se rencontrent donc aujourd'hui même, au moment où reprennent les négociations sur la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Trump espère la libération des derniers otages détenus par le Hamas et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Et justement, c'est la fin de ce journal, mais ne ratez surtout pas ce débat. La direction des magazines d'information vous propose votre émission Le Débat. Le numéro de ce soir est consacré à l'apport du théâtre et des arts dans la résolution des conflits intercommunautaires. Une émission présentée pour vous par Mariem Touré. Très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous retrouve demain à la même heure.